Punchline, première partie. On est ce soir avec nos invités pour parler de la situation dans les prisons, du retour des femmes et des enfants de djihadistes sur le sol français et de l'attractivité économique de la France. Tout cela, évidemment, au cours de cette émission. On est avec Danielle Simonet, conseillère de Paris de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Avec Gilles Averrouz, bonsoir. Maire de Châteauroux, secrétaire national Les Républicains. Bonsoir. Avec Jean-Claude Dacier, évidemment, éditorialiste politique. Bonsoir. Et Laetitia Crepin, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de communication politique. On commence par la situation dans les prisons. Les syndicats de surveillants ont donc claqué cet après-midi la porte des négociations avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Ils ont appelé à poursuivre le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires qui dure, je vous le rappelle, depuis 9 jours. Le gouvernement n'a pas pris, selon eux, conscience de l'ampleur du mouvement. On va écouter l'un des syndicalistes CGT après cette réunion. Une mécanique qui est insupportable, qui est mise en avant aujourd'hui par la ministre, c'est-à-dire de faire une prime à la sécurité. Donc elle appelle la prime à la sécurité. Nous, on l'appellera la prime à l'agression, puisque tout simplement, c'est le niveau d'agression dans un établissement qui va définir en gros ce que les personnels vont percevoir en indemnité. Nous, on l'appellera la prime à l'agression. Voilà, et c'était Khalid Beliamani, secrétaire général de la CGT pénitentiaire de la région PACA-Corse. Est-ce que, Danielle Simonet, vous pensez que le gouvernement n'a pas pris la mesure, encore une fois, de ce qui se passe dans les prisons? Est-ce que les avancées qui ont eu lieu aujourd'hui ne sont pas suffisantes? Oui, vous savez qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a la revendication de la revalorisation salariale que demandent ces salariés qui font grève. C'est une grève historique. Depuis 25 ans, on n'avait pas eu une grève aussi conséquente dans les prisons. Et proposer une prime à l'agression, comme le dénonce le syndicaliste de la CGT, c'est en plus opérer une distinction entre les salariés, là où ils demanderaient pour tous une amélioration de leurs revenus. Mais il faut absolument qu'enfin, en France, on ait un débat sur la question carcérale. Parce qu'il y a eu quand même de nombreux rapports nationaux, internationaux, qui ont condamné la France sur les conditions carcérales. Et vous savez très bien que l'amélioration des conditions carcérales pour les détenus contribue à l'amélioration des conditions de travail pour ceux qui exercent ce métier si difficile et pour lequel on peine beaucoup aujourd'hui à recruter. Gilles Averrouz, quand il parle de prime à l'agression, est-ce que vous le comprenez, encore une fois, ce gardien? Je le comprends parfaitement. Ma ville, Châteauroux, est concernée. On a 2 établissements pénitentiaires d'importance. Manifestement, le gouvernement n'a pas pris conscience de la gravité de la situation. Vous avez vu que médiatiquement, ces derniers mois, le seul sujet qui avait préoccupé le ministère de la Justice, c'était celui de mettre des téléphones à l'intérieur des cellules. On est loin de la réalité du quotidien. Il n'y a pas que ce sujet-là c'est celui-ci qui a été le gouvernement, Gilles Averrouz. Si le gouvernement avait été vraiment à l'écoute des personnels pénitentiaires, il se serait rendu compte qu'on avait ce problème de sécurité. On a un problème flagrant dont on ne parle pas, c'est le mélange des détenus, quelle que soit leur peine. On se retrouve avec des radicalisés qui côtoient des petits trafiquants de drogue, avec la difficulté et puis le risque de contamination de cette radicalisation auprès de cela. Je crois qu'il faut faire attention à ça, le danger il est fort. Et aujourd'hui, on n'a pas assez écouté les personnels pénitentiaires, c'est temps de le faire. Jean-Claude Dacier, on a aussi une ministre là qui est sous pression, qui n'a pas réussi à enclencher le dialogue avec les gardiens de prison depuis le début du conflit. Il semble qu'elle ait quelques difficultés. Je suis d'accord avec Mme Simonet. Je crois que le gouvernement, le président de la République, n'ont pas vraiment pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Alors c'est vrai, si on veut être équitable, que la CGT, Force ouvrière, cherche depuis longtemps à accrocher l'exécutif, mais là il y a de quoi. Je crois que le problème dépasse maintenant les mètres carrés de prison qui restent à construire. On ne sait pas quand ils arriveront, 4, 5, 6 ans avant la fin probablement du quinquennat, si tout se passe bien. Ça dépasse le salaire des personnels, ça dépasse les problèmes de sécurité. Je crois qu'on est en attente d'une grande politique pénale dans ce pays. Je le disais hier, je n'ai pas changé d'avis. La situation des Français, je suis d'accord, des prisons françaises est une honte, il faut dire les choses. Je sais bien. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne rien faire. Je sais bien que les Français disent oh bon, on s'en fout les délinquants. Et en plus, le problème des djihadistes qui se greffent là-dessus et qui n'est pas simple. C'est vrai que c'est compliqué. Il est temps quand même. On attend une grande voix, une grande politique et des moyens. Bon, je sais bien que l'argent se fait rare, mais les moyens, ça passera par les salaires des personnels aussi, parce que si on ne revalorise pas les salaires, on ne sera pas un métier attractif, on n'arrivera pas à pourvoir les postes. Bien sûr. Hugo Bernalicis, qui est député de la France Insoumise, dernièrement à Belfort, est allé visiter la prison et me racontait que dans cette prison, il y avait 70% des détenus qui, en fait, n'avaient rien à y faire. C'est-à-dire qu'on a un véritable problème de surpopulation carcérale qui est lié en partie par la clochardisation de notre système de justice et qui fait qu'on a énormément de détenus en préventive qui ne devraient pas y être. Donc déjà, si on faisait en sorte que pour un certain nombre de
de délits qui ne sont pas conséquents, on développait aussi les solutions alternatives à la question carcérale, eh bien, on réglerait aussi un bon nombre de problèmes. On va voir avec vous, Laetitia, s'il y a un problème de communication entre la ministre et les syndicats de prison. Mais d'abord, on va écouter Luc Carvounas, qui a un avis justement sur cette question. On voit bien que quand il y a un conflit qui est un conflit aujourd'hui social, on voit bien que ces ministres techno ne savent pas parler à nos personnels. Alors, est-ce que c'est un problème de technocrate, de personnel technocratique du gouvernement? Est-ce qu'elle est trop technocrate, la garde des Sceaux? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que dans la séquence de la réponse à ce mouvement social, il y a eu effectivement un fusible, peut-être que c'était un fusible, ou en tout cas, on a envoyé le petit soldat au front, avec une tentative de répondre à minima. Voilà, elle est arrivée, souvenez-vous, à la prison avec 10 mesures. On a même, c'était très brouillon. On a eu l'impression qu'elle était séquestrée pendant un moment. Enfin, la pauvre Nicole Belloubet. Vendin-le-Vieil, c'était 5 jours après l'agression de on l'a envoyée au front. Elle est ressortie dans une nuée de caméras. On ne comprenait pas très bien son annonce. C'était encore une fois très brouillon, très flou. Alors, elle s'engageait. C'était un mot qu'elle répétait. Elle a répété au moins 15 fois en disant « Je m'engage à revenir ». Elle devait revenir en mars. Sauf que ce mouvement s'est enquisté. Et donc, le Premier ministre, voyant cela, a pris la parole et, cette fois-ci, prend la communication en main. Donc, Nicole Belloubet, est-ce qu'elle a un manque de compétences, de savoir-faire, ou est-ce qu'on l'a envoyée un petit peu au charbon pour voir ce qu'on pouvait en faire derrière? C'est aussi possible. Alors, la solution n'est pas de remettre en liberté un certain nombre de délinquants. Je suis d'accord avec vous. Il y a sans doute des malades mentaux, des cas psychiatriques qui seraient mieux à l'hôpital qu'eux. Mais vous avez aussi 70 000, 80 000 condamnations par an. Petites condamnations, certes, mais c'est celles qui exacerbent le mécontentement des Français, qui ne peuvent pas être exécutées parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Je crois quand même qu'il faut l'admettre. On a besoin de prisons dignes de ce nom et de mètres carrés de prison supplémentaires. Mais si on laisse l'État faire, il y en a pour 10 ans. Oui, mais la Suède a diminué le nombre de personnes en prison, alors que la France, au contraire, continue à exploser le nombre de personnes qu'on met en prison, et y compris des personnes qui ne sont pas encore jugées. Donc, c'est-à-dire parce que les procès mettent beaucoup de temps à être... Justement, notre justice est complètement étouffée, clochardisée par un manque de moyens. Il faut surtout spécialiser les établissements parce que la réponse, elle doit être adaptée à la peine et à la situation de chaque détenu. On ne peut pas mélanger. Il faut spécialiser et former les détenus, enfin les gardiens, au profil des détenus qu'ils accueillent. Effectivement. Et on va écouter Olivier Falorni, le député, qui va justement nous amener sur notre deuxième sujet, qui est le sujet des djihadistes. Écoutez-le. Lorsque j'ai été nommé à la commission d'enquête sur les filières djihadistes, j'avais indiqué que les prisons étaient les bombes à retardement de la République. Aujourd'hui, la cocotte minute est en train de bouillir. J'ai pu observer comment l'univers carcéral était un incubateur à djihadisme. Un incubateur à djihadisme. Alors, les mots sont forts. Vous partagez cet avis, Luc Carvounas, Gilles Averrouz de Luc Carvounas? Oui, aujourd'hui, c'est une vraie problématique à laquelle on n'a pas assez... ça n'a pas du tout été anticipé. Il faut aujourd'hui prendre la mesure de la situation. C'est vraiment une situation grave. Je pense que le gouvernement doit se mobiliser. Si la ministre de la Justice semble perdre la main sur le dossier, il faut peut-être que le Premier ministre le prenne vraiment. C'est fait, hein. C'est fait, mais les réponses ne sont pas là. Vous avez vu que cet après-midi encore, il n'y a pas eu d'accord avec les organisations syndicales. Je crois que tout le monde aujourd'hui fait l'analyse de la situation, mais personne n'y apporte les moyens. Il faudra que la place Vendôme les impose à Bercy. Il ne faut pas que derrière on coupe les finances comme ça s'est fait ces dernières années. À chaque fois, il y a eu des plans d'annoncer, rien de mis en place concrètement. On a fait des grandes annonces, y compris sous le dernier gouvernement, quelques semaines avant le changement de gouvernement, justement. Et sur le terrain, pendant les campagnes, c'est toujours le nombre de places de prison. C'est un leitmotiv. Jean-Claude Dacier, un incubateur à djihadisme. Écoutez, le mot est peut-être un peu fort, mais on ne peut pas nier que les délinquants ou les djihadistes parlent entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire à longueur de journée? Donc ça ne peut pas être sain, ça ne peut pas être bon. Ça tient aussi au fait, quand vous avez 10 ou 12 personnes dans une cellule prévue pour 2, il est certain que ça discute et qu'il peut y avoir des phénomènes. Et il y a des phénomènes d'endoctrinement. En même temps, les mettre tous ensemble dans une prison ou dans des prisons spécialisées, de haute sécurité, c'est pas la bonne solution. Non, c'est pas la solution non plus. Je pense qu'il faut essayer de... Enfin, je ne suis pas un expert de ces questions. Je pense qu'il faut au contraire essayer de les isoler ou en tout cas de les noyer, entre guillemets, à travers des délinquants
comment dit-on, classiques, de droit commun. Pour essayer de les récupérer. Mais en c'est fait, pas anodin, il y en a comme 1600 aujourd'hui, dont 500 incarcérés pour terrorisme. C'est pas rien. Daniel Simonet, sur cette question des djihadistes, qu'est-ce qu'on en fait en prison? Est-ce qu'il faut les isoler complètement? Alors, moi, je ne suis pas sûre. Mais déjà, il faudrait éviter que tous ceux qui sont en peine préventive avant d'être jugés soient justement mis en contact. Alors, donc, il faut les isoler. Je vous dis encore une fois, quand on apprend qu'à Belfort, 70% des détenus n'ont peut-être rien à faire en prison, c'est quand même hallucinant. Mais sur ces djihadistes, ensuite, sur la question du sujet. Bon. D'abord, attention de ne pas mélanger tous les sujets. Parce que si vous prenez la situation qui s'est passée en Corse, on dit c'est un radicalisé, et tout de suite, on va se mettre à dire que c'est parce que c'est un radicalisé qu'il a été violent et qu'il a agressé. On sait de manière très factuelle, c'est parce qu'il refusait d'être placé en isolement qu'il s'est mis à être violent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un autre aurait pu être violent également. On a un problème aussi dans la prison de Vendin-le-Viel qui n'est pas lié au radicalisme, l'agression qui a eu lieu. Donc, il faut traiter la question de la violence. Bon, après, la question elle est simple. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met dans des quartiers d'isolement ou pas? Qu'est-ce que l'on fait en prison comme activité avec les détenus pour justement faire en sorte qu'ils ne soient pas poussés, pour ceux qui ne le seraient pas, en entrant derrière l'islam politique radical. Et ça, c'est extrêmement important. Et le programme de radicalisation qu'on a lancé n'a pas porté ses fruits aujourd'hui. Il n'y a pas d'ailleurs de programme de radicalisation appliqué aujourd'hui en France. D'accord, mais vous ne répondez pas, Daniel Simonet. On fait quoi? Les centres de déradicalisation pour les jeunes sont absurdes. Parce qu'à un moment donné, un jeune qui part dans l'orientation radicale islamiste, c'est un jeune qui est complètement perdu. Et le travail qu'il y a à faire sur lui était un travail d'accompagnement, d'éducation, d'émancipation. Il faut du temps, il faut des moyens, il faut des spécialistes. Les Américains ont fait Guantanamo. Est-ce qu'on veut faire la même chose? Non, je ne crois pas non plus. Mais ils ont fait Guantanamo et le problème n'est toujours pas réglé. Et la prison est toujours ouverte. Mais c'est justement pas Guantanamo qu'il faut faire, c'est pas un lieu de non-droit. Voilà, Guantanamo, vous y allez enfermer des personnes qui n'ont même pas été jugées. Je veux dire, c'est une honte. Mais l'urgence, c'est de protéger les gardiens. Excusez-moi d'y revenir. L'urgence, c'est de protéger les gardiens. Ils ne peuvent pas rester avec leur simple sifflet pour faire respecter est-ce que vous êtes le droit à l'intérieur des prisons. Pour leur donner une arme, les fameux vous avez dans les prisons des encadrants. Le problème, par exemple, de la prison de Vendin-le-Viel, c'est qu'à un moment donné, ils ont été en situation où le management était défaillant, c'est-à-dire l'encadrement de la prison était défaillant au moment où il y a eu l'agression. Donc le problème, il n'est pas de surarmer les gardiens, mais de faire en sorte que les équipes qui, elles, peuvent intervenir et qui existent dans les prisons soient en nombre aussi c'est pas les surarmer, c'est leur donner les moyens de se défendre. Ça intervient par surprise. Est-ce qu'on le fait ou pas? C'est pas un problème d'encadrement. Moi, je pense aussi, parce qu'on entend beaucoup de témoignages de gardiens. Effectivement, ils racontent, ils témoignent qu'ils ont peut-être parfois 100, 120 détenus à eux seuls. Ils sont tout seuls pour les surveiller. Je ne pense pas qu'une arme puisse aider. Alors, ça peut éventuellement pouvoir faire cesser une reddition, quelque chose, une émeute. En gros, il faut de l'argent. C'est impossible avec une arme, un seul et 120 détenus, c'est pas possible. Il faut de l'argent, il faut du monde et en a-t-on. Voilà pour le dossier des prisons. Et respecter les droits de l'homme. Respecter les droits de l'homme et faire en sorte... Déjà protéger les gardiens. Mais oui, mais donc il faut améliorer leurs conditions de travail. Absolument. Et améliorer leurs conditions de travail, c'est également améliorer les conditions de détention, parce que la France, c'est une honte. En tant que pays des droits de l'homme, elle est, hélas, dénoncée par autre sujet, Daniel Simonet, qui concerne toujours les djihadistes, mais cette fois, les femmes et les enfants qui reviennent des terrains de guerre, Irak, Syrie. On va écouter le procureur de la République de Paris, François Molins. Il était ce matin l'invité de nos confrères de RTL. Il parle de la façon notamment dont on doit s'occuper des enfants djihadistes qui reviennent sur le sol français. Je pense d'ailleurs que ça sera l'un des gros enjeux des années à venir, d'assurer une prise en charge suffisamment spécifique et qui soit suffisamment en long cours pour qu'on s'assure que ces petits, qui sont peut-être un peu des bombes à retardement compte tenu de tout ce qu'elles ont vu, soient véritablement éduqués et traités comme il faut. Des enfants qui peuvent être amenés par leurs parents pour assister à des décapitations, qui voient des armes à la maison tous les jours, qui vivent sur des valeurs non tolérantes, antidémocratiques, anti-tout.
ça marque forcément les choses et les esprits. Gilles Averroès, des Républicains, vous êtes d'accord sur le fait que ces enfants qui arrivent régulièrement depuis l'Irak et la Syrie sont des bombes à retardement? Il a parfaitement raison. Il faut s'en occuper de façon extrêmement spécifique. Absolument, il faut mettre en place des dispositifs précis. Il y a vraiment urgence à définir aujourd'hui cette politique d'accueil de ces jeunes, d'encadrement, de suivi, de scolarisation et de remise sur le droit chemin, on va dire. Je crois que ça doit vraiment être une priorité parce que ceux-ci, si on les laisse seuls, forcément, on connaît la suite des événements. Ils dériveront dans des conflits, voire dans la radicalisation eux aussi. Jean-Claude Dacier, la tentation du pouvoir semble être de les laisser là-bas. Je ne parle pas des enfants. Les enfants, voilà. Pas les enfants. Leur mère ou les jeunes femmes. Et évidemment les djihadistes. La tentation, quand j'écoute M. Griveaux, il a l'air de suggérer qu'on puisse les laisser là-bas. Les juger en Irak, pour ceux qui se sont battus en Irak, pourquoi pas? Ça, c'est le droit commun, c'est normal. L'État irakien existe, et la justice irakienne, mon Dieu, existe. En Syrie, c'est plus compliqué, puisque... La zone kurde, ça veut dire qu'à la limite, on reconnaîtrait à Bachar el-Assad la capacité de juger, alors qu'on en dit le plus grand mal, à raison. Donc en même temps, on lui reconnaîtrait pour les djihadistes syriens et français qui se sont battus en Syrie, on leur reconnaîtrait la possibilité d'être jugés là-bas. Honnêtement, une grande démocratie comme la nôtre, même si elle manque aujourd'hui de moyens et qu'elle a du mal parfois à s'exprimer, je pense qu'on ne peut pas se débarrasser de ces gens qui méritent d'être jugés, condamnés sévèrement. Mais regardez, on vient de parler de la situation dans les prisons. S'il en arrive encore 500, 1000, 1500 qu'il va falloir évidemment mettre en prison, je comprends que le problème apparaisse comme terrorisant. Néanmoins, la France est un grand pays, elle dispose d'une justice digne de ce nom. C'est à nous, en tout cas pour la Syrie, de juger les Syriens, les Français qui se sont battus en Syrie. Daniel Simonet. Je suis d'accord avec vous. C'est historique, que Jean-Claude Dacier soit d'accord avec Daniel Simonet. La France est un grand pays, voilà. Et ces jugements sont attendus. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'on les juge. Et sans aucune complaisance, quoi. Et que c'est extrêmement important. Et par ailleurs, il faut aussi savoir que pour les pires bourreaux, on est un pays qui ne souhaite pas la peine de mort et qui a aboli la peine de mort. La peine de mort sera appliquée en Irak également. C'est pour ça qu'ils veulent donc je pense qu'il faut assumer nos responsabilités et donc les juger en France. Et par contre, oui, pour les enfants de ces familles-là, c'est terrible parce qu'ils ont vu l'innommable. Donc c'est d'abord des enfants en danger, terriblement en danger, et qu'il faut absolument protéger, accompagner pour leur permettre de se reconstruire. Moi, je partage pas du tout cet avis. De les reconstruire. Quand on va faire la guerre dans un pays, on est jugé, ou quel que soit le fait délictueux, on est jugé dans le pays où on a commis le fait. Alors, on ne va pas les ramener ici pour les juger. Je suis d'accord avec vous, mais il y a deux choses. Oui. Vous avez par exemple ceux qui ont participé au fait de recruter ici des personnes qui étaient envoyées là-bas. Donc il y a aussi des faits qui sont liés ici. Et ceux qui sont allés faire la guerre là-bas, il faut les juger là-bas. On ne va pas les ramener ici pour aller appliquer une loi plus clémente ici. Non, non, non. Ils prennent le risque, ils vont faire la guerre là-bas, ils sont jugés là-bas. On est d'accord, Bachar el-Assad est un assassin de son peuple, mais là, il est capable de juger. Mais il n'y a pas de justice d'exception pour cela. Pourquoi ils auraient une justice d'exception? On applique le droit international. Ceux de l'usine Lafarge qui ont mis les salariés là-bas, dans l'usine Lafarge à Jalabia. C'est pas la même chose. On ne peut pas parler du djihadistes et de Lafarge. On ne peut pas tout mettre sur le même plan. Lafarge a payé plus de 15 millions d'euros. Daesh, pour continuer d'exploiter, a mis un certain nombre de salariés en danger de mort. Certains ont été enlevés, certains ont disparu. Est-ce qu'on veut que Lafarge soit jugé là-bas, puisqu'il y avait des salariés irakiens et syriens qui étaient victimes? Le fait doit être jugé là où il a été commis. Je souhaite que Lafarge soit jugé ici, et j'espère bien que pour Lafarge, on ira jusqu'au bout. Pour l'instant... Il y a quand même Écoutez, à propos de ces djihadistes, je vous passe la parole ensuite, Laetitia, ce qu'en dit Marine Le Pen, elle est pour une solution radicale, on leur enlève la nationalité française carrément. Écoutez. C'est là où on commet le délit ou le crime que l'on doit être jugé. Ils ont pris le risque, mais ils peuvent y perdre la vie. Mais combien de vies ils se sont permis de prendre, eux? Moi, je suis pour que tous les radicalisés, tous ceux qui sont partis sur des théâtres d'opération avec une organisation ennemie de la France qu'est l'État islamique, soient immédiatement déchus de la nationalité française, pour que ne leur revienne même pas à l'esprit l'idée de pouvoir revenir sur le territoire national. Bon, alors ça, évidemment, c'est une idée que vous ne soutenez pas, Gilles Averroès ?
Leur enlever de la nationalité française? Non, moi, ça règle pas le problème. Le problème, c'est de les juger sur le fond de l'affaire. C'est pas la nationalité, qu'il est ou qu'il l'est pas, ils en ont rien à faire. C'est pas une sanction. Alors, Laetitia Crepin, oui, je pense qu'ils s'en moquent complètement. Franchement. Exactement. Bon, ça c'est effectivement de la rhétorique politique. C'est effectivement que c'est c'est un terrain connu de Marine Le Pen, sur lequel. La réalité, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Non, mais justement, c'est important pour justement sur ce sujet d'écouter Molins, voilà, le procureur Molins. Pourquoi? Parce que c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, la parole du pouvoir judiciaire, qui est quand même un pilier de notre société. Et lui a décidé que maintenant, son métier de procureur incluait de communiquer. Et je trouve que c'est un changement radical de stratégie. Et pour le débat public, c'est salutaire, parce que ça apporte quand même la connaissance que le politique n'a pas, forcément, que l'opinion publique, qui est beaucoup sur l'émotion, n'a pas non plus. Et donc, que la parole d'un procureur puisse être entendue comme celle du procureur Molins, c'est fondamental. Moi, je suis d'accord, c'est un grand procureur et qui effectivement essaie d'informer les Français. Il a compris comment marche la machine médiatique. De son job, absolument. Voilà. Et sur cette question des femmes et des enfants de djihadistes, il dit qu'il faut se départir de toute naïveté et angélisme. À partir de l'été 2017, on sait que certaines femmes et certains enfants, malheureusement, on prépare à des opérations armées. Absolument. Donc il faut vraiment... Oui, alors il y a aussi cet aspect, d'habitude, les musulmans, il était coutumier de dire que les femmes dans les pays musulmans, y compris chez les djihadistes, étaient tout juste bonnes à faire la cuisine. Bon, il semble que maintenant on les a intégrées, nécessité peut-être a fait loi, on les a incitées dans les combats. Si elles ont combattu Kalachnikov à la main, même sort, même punition, pour un crime identique, encore... faut-il décider. Faisons attention à nos précisions de langage. Distinguons les djihadistes, l'islam politique radical de la communauté de celles et ceux qui sont de confession les procès sont faits pour ça. Les procès en général sont faits pour essayer d'y voir clair. C'est pour ça que si vous les faites juger en Syrie, on verra bien ce qui se passera. On se retrouve dans un instant dans Punchline avec vous cinq. On parlera de l'attractivité économique de la France et de ce clash entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et Daniel Obono de la France Insoumise. À tout de suite. Punchline, deuxième partie, on se retrouve avec Daniel Simonet de la France Insoumise, Gilles Averrousse des Républicains, le maire de Châteauroux, Laetitia Crepin et Jean-Claude Dacier. On va parler de l'attractivité économique de la France. Il y a eu beaucoup de réactions après le sommet Choose France, c'était hier à Versailles, en présence d'Emmanuel Macron et de 140 dirigeants d'entreprises internationaux. Petite passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et Daniel Obono, votre collègue de la France Insoumise, ma chère Daniel Simonet. Écoutez cet échange. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, ainsi qu'un grand nombre de vos ministres étiez présents à ce grand raout qui rassemblait à huis clos le gratin de la finance prédatrice. Le groupe de la France Insoumise, la société civile, mais aussi, je crois, un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes souhaiteraient savoir si vous avez enfin demandé des comptes aux délinquants fiscaux patentés, invités avec les plus grands honneurs. Mesdames et messieurs les soi-disant insoumis, si vous voulez lutter contre les investissements en France, dites-le, dites-le. Voilà, alors les délinquants fiscaux, la finance prédatrice, là on est vraiment dans les grands classiques de la France Insoumise, Daniel Simonet. Mais écoutez, ce gouvernement fait comme s'il n'y avait pas eu les Panama Papers, c'est comme s'il n'y avait pas les Paradise Papers. Enfin, je veux dire, il accueille à Versailles les 140 patrons de très grandes entreprises. Donc vous avez vu tout le symbole du monarque qui d'ailleurs se plaignait que notre démocratie, il lui manquait un roi. Donc il décide de surjouer ce rôle du roi et il nous fait croire que grâce à cette communication et cette drague des 140 grands patrons, il va développer énormément d'emplois. Donc il a sa petite annonce des 700 emplois à Toyota. Et pendant ce temps, il se passe quoi? Pendant ce temps, c'est tous les plans de suppression d'emplois. Donc ce président des patrons du CAC 40 leur a fait un cadeau de plus de 9 milliards d'euros sur la politique fiscale, pendant que le chômage continue d'exploser et qu'avec sa casse du Code du travail, eh bien, on a tous les accords en ce moment à la chaîne de suppression d'emplois déguisés. On va parler de Carrefour dans un instant. Le problème dans votre démonstration, c'est que vous oubliez l'annonce suite à ce raout de Versailles, c'est 2200 emplois sur 5 ans. C'est pas que les 700 Toyota. On est d'accord que c'est dans la même séquence. D'accord. Eh bien, en une journée à Carrefour, vous oubliez... non, mais ce que en une journée à Carrefour aujourd'hui, c'est 2500 suppressions d'emplois. On va en parler. On va en parler. Moi, j'ai ma belle-sœur qui travaille à Carrefour. D'accord. Donc en ce moment, dans sa famille, eh bien, je vous assure que l'ambiance, elle n'est pas terrible. Est-ce qu'elle est au siège de Carrefour? Non.
Et je peux vous dire qu'il y a 10 400 emplois. Non, mais soyons précis. Mais soyons précis. Les 2 400 emplois aujourd'hui concernent le siège. Mais il y a près de 10 000 postes qui sont menacés, notamment dans les Carrefour qui étaient anciennement Dia rachetés. Et vous avez par ailleurs Carrefour qui est en train de développer à la fois le recours aux locations-gérances et aux franchisations, avec des suppressions d'emplois à la clé, et on ne sait pas combien il y en aura à l'arrivée, entre 5 000 et 10 000. On va écouter Alexandre Bompard dans un instant. La parole de M. Macron vis-à-vis de tous ces patrons qui sont, des fraudeurs du fisc à travers l'optimisation fiscale, que ce soit légal ou que ce soit carrément de manière illégale. Gilles Averroès, ça sert à quelque chose, ces grands raouts internationaux? Alors, je pense que c'était important que la France redonne confiance quand même aux entreprises qui investissent dans notre pays. On a besoin aujourd'hui d'être attractif, on a besoin de ces investissements sur nos territoires, parce qu'on subit, notamment dans le secteur rural, des plans de restructuration industrielle qui se multiplient encore. Moi, j'ai le dernier fabricant de jantes aluminium AR Industrie qui est en redressement judiciaire depuis une semaine et 400 emplois en jeu. C'est vrai que là, Carrefour est sous les feux de l'actualité, donc on parle de ce plan-là qui est emblématique. Mais on a une multitude de plans comme ça. J'étais au ministère de l'économie la semaine dernière, ils ont plus de 40 dossiers importants de restructuration industrielle et on manque aujourd'hui d'une véritable politique industrielle en France. Alors, complètement, parce que la politique de l'offre qui est menée va à la catastrophe. Alors Jean-Claude Dacier, avant de parler de Carrefour... En ce moment, on vit dans un paradis avec 6 millions de chômeurs, 2 000 milliards de dettes. Mais on va aggraver tout cela. La politique de Macron va aggraver. Écoutez, 44 milliards d'euros de dividendes reversés en 2017 par les entreprises. Alors Daniel Simonet, laissez parler Jean-Claude Dacier. Voilà ce qui est en train de se passer. Le jour où j'aurai compris ce que M. Mélenchon veut faire de la société française, je verrai. Pour l'instant... Mais vous savez, vous lisez le programme L'Avenir en commun. Oui. Et vous verrez que nous assumons une véritable politique d'investissement. D'enchaîner deux phrases. Investissement avec de l'argent que vous n'avez pas, je sais. On sait ce que ça donne. Allons récupérer justement les 80 milliards d'évasion fiscale. Je ne vais donc pas polémiquer avec Mme Obono. Elle fait de la politique comme elle le veut. C'est pas mon problème. Je trouve que Versailles est un succès total, complet, que c'était souhaitable. Les délinquants fiscaux, bon, j'en sais rien, je connais pas la situation fiscale des uns et des autres. C'est vrai que parfois l'optimisation fiscale que pratiquent ces grands groupes mondiaux, je l'ai là comme tout le monde. Pour autant, la plupart de ces gars sont des créateurs d'entreprises. Ils ont créé, chère madame, des milliers et des milliers d'emplois dans le monde. Ce sont des gars qui sont partis de rien et qui ont bâti des empires. On en a besoin. Et je termine vite. Je pense que la seule façon de sortir le pays de l'ornière dans laquelle il est enquisté depuis 40 ans, c'est de faire une politique en faveur des entreprises. Tout ce qu'on peut avoir comme marge, et on n'en a pas beaucoup, c'est sur les entreprises qu'il faut le mettre. C'est pas sur les emprunts ou les emplois aidés. Voilà, chère madame, ce qu'il faut faire. Et je pense que le président a raison d'essayer de s'y colter. On a vraiment besoin de créer des emplois localement, quels que soient les fonds et quels que soient les capitaux d'où ils viennent. Mais il faut, bien sûr. C'est pas contradictoire avec la protection sociale. On a besoin de boîtes américaines. Les grands, les petits et les moyens, tout le monde. Mais sauf que la politique qui est menée aujourd'hui, elle encourage justement la redistribution des richesses produites en direction des actionnaires. Quand je vous donnais ce chiffre-là de 44 milliards d'euros de dividendes reversés en 2017 aux entreprises du CAC 40, quand vous avez le rapport de l'ONG Oxfam qui montre que justement c'est en France qu'il y a eu le plus de riches, de nouveaux très très riches, et qui a avec des inégalités. C'est pas en faisant partir les riches qu'on aura plus d'investissements et plus de création d'emplois. Aujourd'hui, les actionnaires ne réinvestissent pas dans l'emploi. Ils ne réinvestissent pas dans l'activité. Allez-y Laetitia, imposez-vous. Les entreprises du CAC 40, au lieu d'aider les petites entreprises, au lieu d'essayer de faire une politique, carnet de commandes par la haute. Laissez les autres parler. Ça ne coûtait pas si cher, ça serait quand même bien de voir un peu aux affaires. C'est les actionnaires qui nous coûtent cher, c'est les actionnaires qui nous coûtent cher. Ça ne durerait pas longtemps. Je crois que vous parlez très fort, mais je crois que malheureusement pour vous, en fait, la séquence d'Emmanuel Macron est réussie. Pourquoi ? Parce qu'il a mis les journalistes à distance, c'est-à-dire que les questions qu'on voulait lui poser sur l'optimisation fiscale des GAFA, parce que c'est ça qui nous reste ici, comme vous disiez, eh ben on lui a pas posé. Il a fait sa communication directe. Il a lié Toyota à Versailles dans une petite vidéo qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et pour lui, l'image est lisse. C'est un succès. Il y a 50 patrons à Versailles. Il soigne son image nationale, son image internationale avant Davos. Et il se place, encore une fois, en leader de l'Europe. Sur les relations entre la presse et la présidente de la République, on pourra peut-être en reparler un soir. Je veux bien. Parce que là aussi, il y a 2-3 trucs à dire. J'ai peut-être 2-3 petites choses à dire.
C'est vrai que le Twitter du président de la République a été très actif hier, et notamment cette petite vidéo où on voit la directrice des opérations de Facebook, il y a également le patron de Xerox, encore de Google. Il y a eu cette petite phrase aussi, ce petit tweet Choose France va nous permettre de créer davantage d'emplois, a tweeté donc le président Macron. Ce qui a donné la petite réponse, regardez, de Bernard Pivot. Regardez, il y a en effet une double attractivité de la France. Les plus riches de la planète vont à Versailles, les plus pauvres sont du côté de Calais, et puis il y a une deuxième partie, les plus riches sont pourtant les plus calés. Jeu de mots ou pas? Évidemment, jeu de mots. Eh bien, on va écouter. Connu en meilleure forme. On va écouter Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui justifie aujourd'hui sa stratégie. L'enjeu qui se présente à nous est de transformer en profondeur notre groupe pour que la richesse, le nombre et la diversité de ses actifs révèlent leur valeur. Moi, j'ai une conviction. J'ai la conviction que notre groupe a la pleine capacité de réussir cette transformation. Voilà, la tâche n'est pas facile pour Alexandre Bompard. Il dit qu'il veut moderniser, faire bouleverser le modèle économique de son entreprise, mais il y a quand même 2400 postes supprimés à la clé. Jean-Claude Dacier, ça vous fait bondir? Moi, j'ai beaucoup de respect, j'oserais dire, de relations amicales avec Bompard, qui est un sûrement très grand patron et qui va essayer de sortir Carrefour des difficultés. Mais honnêtement, j'aurais du mal à écraser une larme, non pas pour les salariés, mais pour les actionnaires de Carrefour comme des autres grands groupes de distribution. Ça fait 40 ans qu'ils se gavent. Vous prenez la liste des milliardaires, ils y sont tous. Ah. Mais c'est vrai, madame. Alors, allez, laissez-le parler. Ce n'est pas pour autant qu'on va les mettre en prison. Simplement, il faut quand même... Ils ont dévasté les centres-villes. Ils ont, par des taxes ou des négociations commerciales incroyables, mis en difficulté des dizaines et des dizaines de petites entreprises. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'ils se collent à essayer de régler leurs problèmes d'actionnaires, en espérant, je le répète, que les salariés n'en souffriront pas trop. Quand j'entends les uns ou les autres dire on va supprimer les caissières, ça veut dire que nous, ou ceux qui vont encore dans les grandes surfaces, vont prendre le petit truc électronique, faire le boulot des caissières et revenir. C'est déjà le cas, Jean-Claude. C'est déjà le cas de temps en temps. Si c'est tout ce qu'ils ont trouvé, je trouve qu'il y en a un qui s'en sort bien là-dedans. Je ne vais pas faire de pub, mais enfin, Système U. Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Papin, il dit il faut remettre de l'humain. Oui, il faut remettre de l'humain et essayer de réanimer les centres-villes. Là, c'est raté parce que l'orientation stratégique d'Alexandre Bompard, c'est d'aller vers le digital, justement. J'ai bien compris, mais il n'y aura pas le digital. Le digital, à lui seul, ne réglera pas le problème. Bon, en fait, il y a un changement aussi d'actionnaire à la tête de Carrefour. Et puis, par ailleurs, les annonces qu'il a donc faites pour justement être attractif vis-à-vis de ses actionnaires, a fait augmenter la valeur boursière de 6%. 4 points, et donc, pendant ce temps-là, eh bien, on a tous ces hommes et ces femmes qui sont menacés au niveau de leur emploi. Il n'y a pas de départ obligatoire pour l'instant. Hein. Ce sont que pour l'instant, c'est une négociation. Sur le dialogue social à Macron, eh bien, ils annoncent par voie de presse les 2500 suppressions d'emplois. Ils n'ont même pas reçu les organisations syndicales avant. Suppression de postes. Le 8 février prochain, il y aura une mobilisation le 8 février prochain au siège de Carrefour à Massy. Moi, j'y serai. Et j'invite toutes celles et ceux qui travaillent à Carrefour, à tous les niveaux que ce soit, de s'y rendre. Sur la grande et moyenne distribution, je pense que le problème, c'est celui aussi des centrales d'achat. Aujourd'hui, on a 4 centrales d'achat qui achètent pour l'ensemble des enseignes de France. Qui ont donc un pouvoir de négociation très fort. On l'a vu vis-à-vis de l'agriculture, on l'a vu vis-à-vis de grands groupes. Hier soir, à Versailles, justement, le patron de Barilla disait, moi, voilà, j'ai 4 usines en France, il y a 4 centrales d'achat. Si je loupe un contrat avec une centrale, je ferme une usine. Pour faire court. Il faut revoir complètement, vous avez tout à fait raison. Et on ne peut pas rester dans ces rapports de force qui... c'est pas seulement le problème de Carrefour, c'est le problème de la grande distribution et de ses méthodes dans ce pays. Allez, on avance. On est avec vous, Gilles Averrouz. Et vous avez reçu aujourd'hui à déjeuner l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous allez nous expliquer pourquoi, dans quel cadre et qui était autour de la table. Mais il était aussi l'invité exceptionnel hier de la chaîne L'Équipe qui proposait un numéro spécial pour son 2000e numéro, je crois. On va écouter ce que disait l'ancien président. Je vais vous dire alors un top 4, Étienne Moati. Je n'ai jamais voulu devenir président du PSG. Ok. Voilà, donc Jean-Claude Dacier, il n'a jamais voulu devenir président du PSG. Marseille non plus. Bon, ça, c'est vous. Effectivement. Alors, Patrice, il y a eu des petites réactions après cette interview du président ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions positives, notamment, puisqu'on sait que l'ancien président est fan de sport, de vélo, de foot, donc il a été très à l'aise dans cette émission. Il a aussi parlé du Qatar. Il y a eu beaucoup de questions, effectivement, sur le Qatar. Il a défendu, effectivement, l'arrivée des Qataris et même des Russes, effectivement, dans le club de l'AS Monaco en Ligue 1. Mais ce qui a beaucoup fait parler, jaser aussi sur
sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est cette animation. C'est vrai qu'à la fin de cette émission, il est possible de mettre les participants en prison, de voir Nicolas Sarkozy tout sourire comme ça derrière les barreaux. Je ne vous cache pas que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Ça a fait sourire les fans de Nicolas Sarkozy. Et puis du côté des haters, de ceux qui n'aiment pas Nicolas Sarkozy, il y a pas mal de hashtags qui sont ressortis avec des affaires dans lesquelles il aurait pu être mêlé. Alors, Gilles Averrousse, il a assez de sens de l'humour, l'ancien président, pour gérer ça ? Absolument, oui. C'est vrai qu'hier, sur les réseaux sociaux, il a cartonné. Il était devant la série Baron Noir. Vous avez pu voir. Bon. Entre vous l'ont tweeté. Alors, vous l'avez invité, vous, à déjeuner aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait autour de la table ? On va voir quelques images de ce déjeuner. Exact, on était 17 jeunes élus. Quand je dis jeunes, c'est élus depuis les municipales de 2014 jusqu'aux législatives de 2017. On est de cette génération, Nicolas Sarkozy. On s'est engagé à l'UMP puis aux Républicains. Derrière lui, derrière son enthousiasme, sa force de conviction. Et aujourd'hui, on avait envie de l'écouter, d'avoir sa vision des choses, sa perception de la place de la France sur la scène internationale, sa vision du développement de l'Afrique, de l'Europe. Voilà. Et c'était vraiment des échanges très vifs. Il était en grande forme. Comme à son habitude, on a trouvé le Nicolas Sarkozy qu'on connaît, qui est vraiment un grand leader pour notre famille. Et vous aviez aussi envie de savoir s'il avait un rôle peut-être à jouer dans votre famille politique ou s'il pouvait vous conseiller. Vous lui avez demandé, puisque tout a fuité dans la presse. J'adore, c'est génial. Parce qu'en fait, vous déjeunez, c'est off. Et puis, alors, quelques heures après, on a tout le déjeuner dans ses longueurs, avec même le verbatim de Nicolas Sarkozy, qui apparemment aurait dit... Qu'est-ce qu'il aurait dit, Laetitia ? Il aurait dit, je ne veux pas être copilote. Hein. Donc, c'est ça, Nicolas Sarkozy. Il veut rester au-dessus. Voilà ce qu'il Clairement, aurait dit. Nicolas Sarkozy a dit, quand j'étais président des Français, j'étais président de tous les Français, je suis un ex-président, je suis l'ex-président de tous les Français, je ne veux pas me mêler des affaires internes du parti, je le regarde avec attention et puis avec affection, parce que j'aime les gens qui y sont. Et d'ailleurs, il a confirmé son soutien à Laurent Wauquiez, le fait qu'il était content que ce soit Laurent Wauquiez qui soit à la tête des Républicains. Mais malgré tout, il ne veut pas du tout s'insérer dans la situation des Républicains au quotidien. En même temps, il n'a pas complètement... En même temps, c'est Emmanuel Macron. Il n'a pas complètement perdu son goût et sa passion pour la politique. Ah non, c'est clair. Tant mieux. Bon, tant mieux. Vous savez, en politique, on n'est jamais mort. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas en état de revenir, et puis il le sait mieux que personne. Mais imaginons que les résultats ne soient pas au rendez-vous pour Emmanuel Macron. Imaginons que Laurent Wauquiez ait du mal à s'imposer comme un homme d'avenir. Il a 62 ans, Nicolas Sarkozy. 62 ans. Non, mais... Clémenceau est revenu à 76. Il faut qu'il se débarrasse avant de toutes les procédures judiciaires qui lui sont encore sur le dos, hein, parce qu'il ne veut pas se débarrasser de la justice. Je ne suis pas en train d'annoncer son retour. Non, mais pour je dis simplement que... on verra bien. De toute façon, aux Républicains, ils sont totalement en extase devant la politique de Macron, parce que la politique de Macron est en train de faire ce que les Républicains et les Sarkozy sont toujours rêvés faire, et qu'ils n'ont pas fait. Pas tous, mais une partie, vous avez raison. Eh bien, Macron est en capacité de déshonorer la République allons. de la même manière. On part pas sur l'immigration, Daniel Simonet. Que Nicolas Sarkozy avant. Est-ce que vous êtes en train de vous esbaudir devant la politique d'Emmanuel Macron? Non, pas du tout. On n'est pas dans la critique systématique. C'est sûr que ce ne serait pas du tout constructif, mais on a envie de proposer des solutions de fond. Les mois prochains vont vous le démontrer. La case du code du travail, vous êtes d'accord? La case de l'assurance chômage, c'est caricatural. On a des propositions qui étaient claires à la présidentielle, on les assume. On serait même allé plus loin. Là. Non, mais il faut attendre un petit peu, parce que là, Laurent Wauquiez est en train de travailler justement ce personnage de premier opposant à Emmanuel Macron. C'est ça qui mal. Oui, parce qu'on a l'assurance chômage. Alors du coup, il est en train de fourbir ses armes. On va voir les arguments qui va nous amener. Parce que comme même Valls sur le terrain sécuritaire, identitaire, parfois on se demande de quel parti il est issu. Donc il y a un vrai problème de créneau quand même pour M. Wauquiez. Bon, voilà, c'était pour les Républicains et Nicolas Sarkozy que vous avez reçu à déjeuner. Patrice, on va revenir sur une séquence qui s'est déroulée sur le plateau de Punchline hier soir. Vous allez la revivre entre Claire Aupetit, les députés de La République En Marche, et Nicolas Bay. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, effectivement, c'était donc hier. Pas de temps mort, pas d'échauffement. Ça a commencé tout de suite hier, l'émission qui a été très mouvementée. La députée de La République En Marche, Claire Aupetit, qui a été attaquée d'emblée par Nicolas Bay, le vice-président du FN, qui a dit que effectivement la députée de La République En Marche avait demandé à être sur sa liste bien avant qu'elle soit du côté de La République En Marche. Je vous propose de regarder cet extrait, c'était hier soir. Vous
vous sentez pas un peu décalé avec ce que vous disiez il y a quelques années à Claireau-Petit? Parce que je vous rappelle quand même qu'en 2015, c'est-à-dire il y a un peu moins de 3 ans, vous postuliez pour être sur ma liste Front National aux élections régionales en Normandie. Ah donc c'est donc vous, qui le sortiez tout ça. Attendez. C'est ça. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez que je sorte je vous affirme. Le SMS que vous m'aviez envoyé à l'époque. Je vous le dis. Est-ce que vous voulez que je sorte? Certainement pas. Là, on a quitté Versailles pour aller sur la zone d'un règlement de compte Madame Petit me critique sur ma position politique, alors qu'elle n'a cessé d'en changer ces dernières années. Elle a été avec Morin, ensuite elle voulait être sur ma liste régionale, et elle s'est retrouvée par le hasard, et sans doute un peu d'habileté, élue de la République En Marche. Donc, et je vous pose la question solennellement, est-ce que vous voulez que je rende public le SMS que vous m'avez envoyé? Allez-y, ça sera faux, très bien, écoutez, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ces SMS, Patrice Boisfer? Pas mal de choses, effectivement. Ça a buzzé toute la soirée et aujourd'hui toute la journée. Du coup, elle a balancé les textos, effectivement, Claireau-Petit. Regardez ce texto à Nicolas Bête du 19 septembre 2015. Bonjour, monsieur Bay. Pourriez-vous me transmettre vos futurs déplacements en Normandie? Il répond 2 jours plus tard. Bonsoir, je vous propose qu'on s'appelle mercredi cordialement. Les réponses le 23 septembre. Bonjour, nous avions convenu de nous entretenir par téléphone aujourd'hui, mais nous n'avions pas précisé l'heure. Vous pouvez m'appeler à votre convenance. La réponse, bonjour, je vous appelle demain matin. Ça continue. Ça me parle de rien pour l'instant. Les jours passent et je m'interroge. On sait toujours pas. Elle se demande, y a-t-il un problème me concernant? J'ai besoin de savoir où nous en sommes. Voilà, et puis il répond, merci beaucoup de votre message. Je vous tiens bien entendu au courant si nous engageons des procédures. C'est pas une déclaration de candidature officielle, mais néanmoins, on peut pas dire que monsieur Bay et madame Petit étaient... Non, mais elle a expliqué ensuite pourquoi. Elle dit qu'elle voulait lui proposer un débat pour les régionales. Voilà son argumentation. Sauf que quand on communique comme ça et qu'on balance les SMS, effectivement, quand ils sont vides et que ça ne prouve rien, c'est balle au centre. Mais Nicolas Bay aurait pu, lui, dégainer son SMS puisqu'il dit qu'il a une preuve. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que la preuve non plus. Nous, ce qu'on a vu hier soir, après le débat, c'était ce que tu viens de faire voir. Là. Voilà. Et il y a une dernière petite sortie, un dernier texto. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de... Alors, mon siège, est-ce que vous allez me mettre sur la liste? Non, un texto rapidement, regardez, c'est un sortie. Quand j'entends l'argument, donc c'est Claireau-Petit, quand j'entends l'argument de Manuel Valls, si le FN gagne les régions, les entreprises européennes et internationales quitteront les régions comme les investisseurs. J'ai l'impression de me retrouver en 81. Ce sont les mêmes arguments que Giscard et la droite de l'époque à l'encontre de Mitterrand. Nous savons ce qu'il est advenu. Valls donne le bâton pour se faire battre. C'est signé donc Claireau-Petit. Bon, voilà, ça part dans tous les sens. Allez, boum. Dans un SMS, en général, on ne dit rien de grave, de sérieux, de fondamental. C'est oral, toujours en politique. Le SMS, on sait très bien que c'est un risque. On a vu ça dans le Baron Noir hier sur Canal. Moi, j'ai pas d'éléments pouvant prouver, mais enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, cette histoire de Madame Claireau-Petit qui aurait pu être candidate sur les listes du Front National. Et c'est vrai qu'il y a visiblement sur les parcours des candidats Macron, un bon paquet d'opportunistes qui ont été capables Elle incarne la faiblesse quand même de certains candidats En Marche. On l'a vu dernièrement, le porte-parole qui a démissionné dans les jours qui ont suivi sa nomination. C'est pour ça qu'il y en aura dans les mois qui viennent ou années qui viennent des surprises à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas qu'il y aura des frondeurs à l'imitation de leurs prédécesseurs, mais il va se passer des choses. Certains sont en train de se désolidariser et d'exprimer un désaccord vis-à-vis de la politique de M. Macron, notamment sur la question de migration. Alors, sur le fond, c'est quand même celle qui s'exprimait sur les 5 €. Oui, aussi, sur les APL, absolument. Les APL, c'était... Je ne résiste pas au plaisir de vous faire voir avec Patrice Boisfer la vidéo sur les rats, la vidéo virale sur Paris. Et oui, parce qu'avec la crue, ça ne s'arrange pas, je vais vous Allez, effectivement, hier, on l'a évité. Là, voilà, aujourd'hui, cette vidéo qui a buzzé, effectivement, cet éboueur qui a posté ses poubelles avec ses rats, sa pullule, sa grouille. Ça fait beaucoup réagir depuis hier, notamment le tweet de Max Gauthier, ancien président du Stade français, ancien président d'Énergie. Paris est devenu une poubelle à ciel ouvert. Pas étonnant que les rats pullulent. Que fait la mairie? Christine Bravo, la présentatrice qui fulmine, à part ça en Australie ou à Hawaï, 0 rat. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 0 incivisme, 0 déchets sur les trottoirs. Tant qu'il y aura des crados à Paris, il y aura des rats à Paris. Et puis, autre réaction, si les rats s'affolent ainsi, c'est que la crue de la Seine, ce vendredi, va être historique. Mais la mairie de Paris a répondu via un communiqué en disant qu'il était impossible d'éradiquer l'existence de tous ces rats, mais qu'elle allait éliminer ceux qui sont en sous-sol et dans les zones de travaux. Voilà, qu'elle allait faire le maximum en Le problème, c'est que Paris n'est quand même pas une ville très propre. Il faudrait qu'elle s'y mette, Madame Hidalgo. On a vraiment un problème d'image par rapport à ça. Nous avons une conseillère de Paris, là. Les automobilistes, c'est bien. Oui, ça va faire moyen, les rats pendant les JO. Daniel Simonet, conseillère de Paris. On est par ailleurs confronté aussi à un problème de fragilisation des services qui sont censés agir, et qui aujourd'hui sont en sous-effectif. Parce que les services qui s'occupent justement des dératisations et donc tout ce qui est lié à
la santé environnementale sont des services qui ont été rabougris d'année en année. De priorité politique. Et qui ont été externalisés. Pour les maires, et on a aussi un problème de sous-effectifs. On a un problème de sous-effectifs. La propreté, la sécurité. Sur la propreté. Quand on veut, on peut. Sur ces deux points-là, quand on veut. Donc on a par ailleurs un problème auquel on est confronté, mais auquel sont confrontées toutes les villes d'Europe, qui est un changement de réglementation de l'Union européenne sur l'usage des poisons pour la dératisation. Mais ça, toutes les autres villes européennes sont confrontées à cela. Après, on a un vrai problème, je vous dis, de réduction des effectifs. Par exemple, qui va aussi avoir des conséquences sur les problèmes des puces de lit, sur les problèmes d'intervention contre les cafards, où les services publics qui devraient pouvoir intervenir, eh bien, sont en nombre insuffisant. On a peut-être aussi un problème de 35 heures, non? Non, pas du tout. Non. Gilles Averrousse, donc vous savez, priorité politique selon vous. Oui, parce que l'image de Paris, c'est l'image de la France. On pourrait réduire le chômage. Un dernier mot, ce sera le mot de la fin. L'image de Paris, c'est l'image de la France en général, vue de l'extérieur et de nos investissements étrangers, justement, tant sur la propreté que sur la sécurité. J'insiste parce que pour les investissements chinois, c'est aussi quelque chose d'important d'assurer la sécurité des Parisiens, parce que c'est toute l'image de la France qu'on pâtit ici. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat de Punchline. Dans un instant, on continue à parler de Paris avec Pascal Praud, mais du PSG, bien sûr, avec l'arrivée de Lassana Diarra. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, Jean-Claude Dacier? Ils avaient un problème Mota, ils ont un problème, entre guillemets, Verratti. Donc au milieu, ils avaient... Lassana Diarra est certes un peu âgé, mais il a beaucoup de talent. Voilà, c'était l'expertise, Jean-Claude Dacier. Bonne soirée sur CNews. Là, je ne coupe pas la parole.